Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de capteur photo, de format RAW, de JPEG, de dynamique de capteur et enfin de l'exposition à droite. Accrochez-vous, c'est parti! Commençons par détailler le fonctionnement de notre capteur photo. Celui-ci comprend les éléments suivants. Une surface composée de photosites, une matrice de filtres colorés, des micro-lentilles et des filtres. La lumière passe à travers tous ces éléments. Elle est ensuite transformée en signal électrique et enfin ce dernier est numérisé. Voyons à présent en détail tous ces éléments. Commençons par les photosites. Le capteur est composé de millions de photosites. Leur rôle est simple, ce sont des puits à photons. Chaque photosite peut accumuler une certaine quantité de photons. Pour les capteurs 14 bits récents, chaque photosite peut accumuler 2 exposants 14, c'est-à-dire 16 384 photons. Dès que vous appuyez sur votre déclencheur, votre capteur est exposé à la lumière et chaque photosite accumule les photons qui lui parviennent durant la durée d'exposition du capteur à la lumière, c'est-à-dire le temps de pause. Une fois la photo prise, les photons présents dans chaque photosite sont transformés en signaux électriques. Ceux-ci sont ensuite numérisés sous forme de nombre 14 bits et stockés dans le fichier brut du capteur, c'est-à-dire le fichier RAW. Ces nombres représentent l'intensité lumineuse reçue par chaque photosite. Passons à la matrice de filtres colorés. Comme on l'a vu auparavant, nos photosites enregistrent l'intensité lumineuse, mais en aucun cas ils ne sont capables d'enregistrer une couleur. Les constructeurs ont donc superposé sur les photosites des filtres colorés afin de filtrer la lumière sous ses composantes rouge, verte ou bleue. La plus célèbre matrice de filtres colorés est la matrice de Bayer que vous voyez ici. Cette matrice est composée d'une trame de 4 filtres vert, rouge, bleu, vert qui se répètent pour couvrir tout le capteur. Un photosite enregistre donc soit du rouge, soit du vert, soit du bleu, suivant le filtre qui lui est superposé. Vous constatez qu'il y a 2 fois plus de vert que de rouge ou de bleu. Ceci est dû au fait que notre œil est plus sensible à la lumière verte et le résultat obtenu lors du dématrissage sera meilleur en procédant de la sorte. Les micro-lentilles, quant à elles, sont utilisées pour faire converger la lumière dans les photosites. En effet, il y a un espace entre chaque photosite et si la lumière n'était pas dirigée, il y aurait une bonne perte de photons et donc d'informations. Par-dessus les micro-lentilles sont disposés des filtres. On trouve en général un filtre infrarouge afin de limiter le spectre de lumière atteignant le capteur. Les astrophotographes, quant à eux, n'hésitent pas à enlever ce filtre afin de retrouver ces informations. Et aussi un filtre passe-bas qui sert à atténuer les possibles effets de moiré. Notez enfin qu'il existe différentes sortes de capteurs, d'autres types de matrices, d'autres formes de lentilles et d'autres types de filtres. Vous avez ici une idée générale du fonctionnement d'un capteur photo. Maintenant que la photo est prise, il faut l'enregistrer. Pour ce faire, votre appareil dispose de 2 formats principaux d'enregistrement, le RAW et ou le JPEG. Voyons à quoi cela correspond. Le format RAW. Il contient les données d'intensité lumineuse pour chaque photosite, des données sur l'appareil photo numérique, d'autres données sur les réglages à la prise d'image, une miniature JPEG du fichier, ainsi que d'autres informations. Notez bien que les données ne comportent aucune information de couleur. Notez aussi que ce n'est pas un fichier image. Tel quel, il est inexploitable pour traiter, afficher vos images. On appelle en général ce fichier le négatif numérique. Il doit être développé à l'aide d'un logiciel ou de votre appareil photo qui va notamment effectuer une opération de dématrissage. Le format de fichier JPEG. Les données d'intensité lumineuse doivent être converties en couleurs et stockées dans le fichier image JPEG. Un fichier JPEG stocke les couleurs sous format RVB
avec 8 bits par couche de couleur. Le nombre de couleurs possibles est donc de 256 x 256 x 256 possibilités, soit un peu plus de 16 millions de couleurs différentes. Ceci est supérieur à ce que peut distinguer l'œil humain, et on peut donc se demander l'intérêt d'enregistrer nos images au format RAW. Nous le verrons plus tard. Pour enregistrer une image JPEG, le processeur de votre appareil photo va entre autres devoir effectuer une opération de dématrissage afin de coloriser les données. Le résultat sera ensuite stocké dans le fichier JPEG. Il existe plusieurs algorithmes de dématrissage. Par exemple, la couleur de chaque pixel va être déterminée par groupe de 4 photosites constituant la matrice de Bayer. Pour chacun de nos pixels, la valeur RVB sera donc l'intensité de rouge présent dans le photosite rouge, l'intensité de vert présent dans les 2 photosites verts divisé par 2 et l'intensité de bleu présent dans le photosite bleu. Étant donné que les valeurs d'intensité sont stockées sur 14 bits, une règle de 3 permet de facilement les coder sur 8 bits, format nécessaire à notre fichier JPEG. Prenons l'exemple suivant. Pour le photosite rouge, on a une valeur 14 bits de 8960 photons, ramenée à une valeur 8 bits, c'est-à-dire au final 140 pour la valeur rouge. Pour passer de 14 bits à 8 bits, il suffit de diviser par 64. Pour les photosites verts, on a 7040 photons pour le premier photosite et 8320 pour le second, soit un total de 15360 photons divisé par 2 égale 7680. Et enfin, divisé par 64 donne 120 comme valeur 8 bits pour le vert. Pour le photosite bleu, on a 7040 photons qui donnent 110 comme valeur 8 bits pour le bleu. Nous avons donc au final une valeur RVB de 140, 120, 110, ce qui donne un pixel d'une couleur dans les tons brun clair. Notez qu'il existe bien d'autres sortes d'algorithmes de dématrissage, comme par exemple utiliser des ensembles de 9 photosites afin de déterminer la valeur RVB d'un seul pixel. À présent, faisons un petit comparatif entre les fichiers RAW et les fichiers JPEG. Les principaux avantages d'un fichier RAW sont les suivants. Le fichier RAW est composé de données brutes. Le fichier doit donc être développé pour être exploitable. L'avantage est que les logiciels de développement et les techniques s'améliorent au fil du temps. Un fichier RAW développé avec les techniques à venir a des chances de voir son traitement amélioré et donc que vous obteniez avec votre nouvelle version de logiciel une image de meilleure qualité. Préserver un tel fichier est donc intéressant pour le futur. Deuxièmement, comme il n'y a pas de paramètres appliqués aux données ni de paramètres de colorimétrie, on peut modifier tous ces paramètres ultérieurement dans un logiciel de développement afin d'avoir le rendu qui nous plaît et ceci sans perte de qualité. C'est le gros avantage du RAW. Et enfin, troisièmement, si vous partez d'un fichier RAW lors du traitement de vos images, ces dernières seront moins sensibles à la postérisation que les fichiers JPEG. La postérisation, c'est lorsque vous remarquez sur vos images l'apparition de couleurs discontinues à la place d'un dégradé de couleurs continues. Les principaux inconvénients d'un fichier RAW est qu'ils sont de taille conséquente et inexploitables tels quels. Passons à présent aux avantages du fichier JPEG. Le fichier JPEG est un format d'image standard, directement exploitable, ce qui en fait un format parfait pour les photographes n'aimant pas développer leurs images ou ayant besoin d'une image directement exploitable comme un reportage sportif par exemple. L'image est développée par l'appareil photo notamment en suivant les réglages que vous avez effectués sur ce dernier. De par leur nature, les fichiers JPEG ont une taille raisonnable et sont donc des candidats idéaux pour la publication sur le web par exemple. Les principaux inconvénients sont les suivants. Le fichier JPEG est issu de données brutes du capteur traitées par le processeur de votre appareil numérique. Il y a donc eu opération de dématrissage afin de coloriser la future image et application des paramètres que vous avez réglés sur votre appareil photo, balance des blancs, contraste, réduction de bruit, netteté, etc. Ce qui implique qu'en cas d'erreur dans le choix de ces paramètres à la prise de vue, il sera ensuite plus difficile de récupérer ces erreurs en post-traitement que si l'on avait travaillé en format RAW.
Autre inconvénient, ce fichier est compressé avec perte d'informations par rapport au fichier original. Si vous ne savez pas quel format choisir entre le JPEG et le RAW, notez que votre appareil vous permet d'enregistrer dans les deux formats en même temps. Vous pouvez donc les tester et comparer. Sachez cependant que le fichier RAW demande du travail de développement et donc aussi un apprentissage des logiciels de développement. Notez aussi que vous devrez exporter votre RAW dans un format d'image, en général du JPEG, si vous souhaitez le diffuser, l'imprimer, le mettre en ligne, etc. Le but lors de cette exportation est d'éviter au maximum la postérisation. Pour aller plus loin, voyons à présent ce qu'est la plage dynamique du capteur et comment cela fonctionne. La plage dynamique, c'est l'étendue de luminosité entre le noir et le blanc que votre capteur peut enregistrer. Sur votre appareil, l'intensité lumineuse est notée EV, Exposure Value, ou en français IL, intensité lumineuse. Afin de mieux comprendre, imaginons une lampe qui éclaire une pièce complètement noire. Cette lampe vous donne une certaine intensité lumineuse. Vous photographiez cette pièce de façon à avoir une image. Si vous diminuez l'intensité de la lampe par 2, votre pièce sera 2 fois moins éclairée et donc plus sombre. En photo, on dit que l'on a 1 EV en moins. Si on diminue encore par 2, on a encore 1 EV en moins, soit moins 2 EV par rapport à l'original, et on est 4 fois plus sombre. On peut continuer à baisser la luminosité de la sorte jusqu'à ce que notre appareil photo ne distingue plus rien. On aura donc une image complètement noire. Disons par exemple qu'à moins 4 EV, notre appareil atteint ses limites. A contrario, si l'on double l'intensité de notre lampe, on augmente de 1 EV et l'intensité lumineuse est doublée. Notre photo sera alors plus claire. Imaginons qu'à plus 5 EV notre image soit complètement blanche, on atteint alors dans ce cas l'intensité maximale captée par notre appareil. On dit alors que la plage dynamique de notre capteur est de 10 EV, de moins 4 à plus 5 EV. Les meilleurs capteurs ont une plage dynamique de plus ou moins 14 EV. Ceci est cependant bien inférieur à notre œil humain qui lui a une plage dynamique bien plus importante. On l'estime à plus ou moins 24 EV. Sur cette image peu contrastée, notre capteur s'en sort sans difficulté. L'histogramme ne déborde ni à droite ni à gauche. Toutes les données sont présentes. Sur l'image suivante, la plage dynamique de la scène dépasse celle de notre capteur. Le contraste entre les noirs et les blancs est bien trop élevé pour que notre capteur puisse enregistrer tout cela. L'histogramme déborde dans les noirs et dans les blancs. On a alors des zones blanches et des zones noires sans aucune information. Impossible à rattraper en traitement. Dans ce cas, on doit faire un choix. Soit on expose pour les hautes lumières et nos noirs sont bouchés, soit on expose pour nos zones sombres et nos blancs sont brûlés. La technique HDR, qui consiste à faire des expositions différentes pour la même image et ensuite à les combiner, permet d'étendre notre plage dynamique de quelques EV. Voyons à présent la technique de l'exposition à droite. En général, on expose pour les hautes lumières. Autrement dit, on s'arrange pour que notre histogramme soit le plus à droite possible, sans toutefois qu'il ne déborde à droite. En effet, s'il déborde, cela signifie que nos photosites sont remplis et que l'on a du blanc pur, sans le moindre détail. Surveillez donc vos histogrammes lors de la prise de vue. En général, votre appareil dispose d'une fonction permettant d'afficher visuellement les zones cramées sur votre image. Voyons maintenant pourquoi on conseille d'exposer à droite. Notre capteur enregistre les données d'intensité lumineuse de façon linéaire. Comme il dispose de 14 bits, il peut enregistrer 2 exposants 14, c'est-à-dire 16 384 photons par photosite. Si on divise par 2, on obtient 8192 photons pour 2 fois moins de lumière. Et si on continue, on passe à 4096, 2048, 1024, 512, 256, etc. jusque 2, soit l'équivalent de 14 EV théoriques. Observons le schéma suivant. On observe que les hautes lumières contiennent beaucoup plus d'informations que les basses lumières. Sur cet exemple, avec une plage dynamique de moins 4 à plus 3 EV, soit 8 EV, on constate que la plage entre plus 2 et plus 3 EV
est la plus grande. Nos photosites peuvent récolter à cet endroit entre 129 et 256 photons, soit 128 tonalités différentes. Pour les plages de V inférieures, on a 64 tonalités, puis 32, 16, 8, 4, 2. On constate donc qu'il y a très peu de tonalités pour nos basses lumières. Il sera donc par conséquent beaucoup plus difficile de faire ressortir du détail dans ces zones sombres. Une autre raison d'exposer à droite est que nos capteurs sont sujets au bruit électronique, et donc si nos photosites ne contiennent pas assez de photons par rapport au bruit, on ne distingue plus l'information réelle du bruit généré par l'électronique du capteur. On dit que le rapport signal-bruit est faible. Imaginons que notre capteur génère 30 photons de bruit par photosite. Sur nos photosites captant beaucoup de lumière, cela a peu d'incidence. En effet, 30 photons de bruit noyés dans 16 000 ou 8 000 photons de données passent inaperçus. Par contre, si j'ai 30 photons de bruit pour un photosite contenant 30 photons d'information, j'ai un souci, j'ai 50% de bruit. Vous pouvez visualiser cela à l'aide d'un simple test. Faites une image de quelques secondes avec le bouchon sur l'objectif. Agrandissez-la, augmentez l'exposition et vous verrez que votre image n'est pas totalement noire. Vous verrez des couleurs de teinte rouge, verte, bleue qui sont dues au bruit du capteur. Ce genre de problème survient essentiellement dans les zones sombres où il y a peu d'informations par rapport au bruit du capteur. Ce phénomène est aussi amplifié lorsque l'on augmente la sensibilité ISO du capteur. En effet, lorsque l'on augmente les ISO par palier entier, on double simplement les photons captés par les photosites. Le souci est que l'on double aussi le bruit présent. Voilà pourquoi à haut ISO, nos images sont plus bruitées. Toutes ces notions nous font comprendre pourquoi on conseille d'exposer à droite. Merci d'avoir suivi ce cours et à bientôt pour une prochaine vidéo.